Bon, vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Ok. Eh bien, on commence. Alors, je vais mettre plus fort, j'espère que ça va bien marcher, mais en théorie, ça devrait fonctionner. C'est parti. Eh bien, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors oui, donc je m'appelle Jérôme Bion et je travaille au centre de référence des troubles des apprentissages de Lamballe, à Nice. Et parallèlement, je travaille également à la MDPH du 06 et j'ai un cabinet privé. Voilà. D'accord. Et alors, on n'a pas bien entendu, c'est quoi votre profession? Parce qu'il y a eu un petit trou. Ah pardon, je suis neuropsychologue. Neuropsychologue. Ok, super. Voilà. Alors, vous avez gentiment, très gentiment accepté de cette interview. Vraiment, je vous en remercie parce que je pense que ça va être vraiment utile pour plein de gens. Vous m'avez parlé de votre c'est plus qu'un projet, de votre réalisation qui s'appelle Identi10, I-D-E-N-T-I-D-Y-S 10 comme dyslexique, dysorthographique, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, Identi10 est un questionnaire qui est gratuit, c'est important de le souligner, je pense, qui est à disposition de tout le monde. Et c'est un questionnaire qui a la particularité de balayer plusieurs sphères cognitives. C'est-à-dire qu'il existe déjà des questionnaires qui permettent d'évaluer de manière écologique l'impact des difficultés au niveau du TDAH. Il existe également des questionnaires sur le langage oral, etc. etc. Donc l'idée, c'était de regrouper en un seul questionnaire différentes composantes. Donc là, Identi10 regroupe plusieurs sphères. Vous avez l'attention, la concentration, l'hyperactivité, l'impulsivité, le langage oral, le langage écrit, les capacités motrices et visuospatiales et enfin tout ce qu'on appelle le fonctionnement exécutif. Voilà. Alors, l'objectif de ce projet, il est né en 2014. Il est né d'une constatation toute simple au centre de référence des troubles d'apprentissage à Lanval. Quand les gens veulent consulter, ils envoient un questionnaire. Et ce questionnaire est constitué de plusieurs signes d'appel. Et je me suis rendu compte très tôt que certains signes d'appel étaient très forts et étaient relativement prédictifs du diagnostic final. Ouais. Et donc, de là, l'idée est venue de regrouper ces signes d'appel sous forme de questions relativement simples et pragmatiques pour que tout le monde puisse effectivement avoir accès à ces concepts-là, de les regrouper dans un seul document pour tenter d'améliorer le repérage. J'insiste bien sur l'aspect repérage, puisque ce n'est pas un test diagnostique. L'objectif étant d'améliorer, d'optimiser le repérage de ces enfants. Voilà. Oui, du dépistage, on pourrait dire. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. L'année dernière, on a mené une petite étude. On a fait la moyenne de l'âge, la moyenne d'âge, des enfants consultant pour la première fois au centre de référence. Ouais. Donc, potentiellement, n'ayant pas de diagnostic. Et sur toute l'année 2017-2018, l'année scolaire, on a obtenu un âge moyen de 9 ans, 6 mois, ce qui pour moi constitue quand même un âge tardif. Oui. Et on sait bien, et vous en parlez aussi dans vos vidéos régulièrement, de l'impact psychologique que peut avoir un diagnostic tardif avec effectivement impact des troubles au quotidien sans avoir la compréhension de ces troubles. Exactement. Ok. Alors, quel est après tout, quand même pas mal d'années, quelle est votre appréciation sur ce travail? Est-ce que vous avez l'impression que c'est utile pour vous? Est-ce que vous avez l'impression que c'est utile pour les familles? Quelle est l'utilité que vous avez retrouvée de cet Identi10? Alors, par rapport à l'utilisation d'Identi10, la cible était quand même la sphère de l'éducation. Dans mon travail, nous faisons des bilans, vous en parlez aussi dans vos vidéos, et effectivement, c'est toujours un petit peu, je dirais, rageant de faire intervenir l'équipe pédagogique en fin de course. C'est-à-dire que généralement, on fait le bilan, on met en évidence des difficultés, un profil cognitif en tout cas, on oriente vers un médecin, et puis l'enseignant se retrouve toujours en bout de course à devoir appliquer des adaptations pédagogiques. L'idée d'Identi10, l'objectif premier, c'était de remettre l'enseignant en amont, c'est-à-dire que les enseignants sont présents 80% du temps chez ces enfants. Ouais. Un pouvoir clinique qu'on ne doit pas sous-estimer, et l'idée étant de leur donner un outil normé, bien sûr, un outil qui leur permette bien d'orienter plus facilement ces enfants vers les spécialistes les plus adaptés aux problématiques relevées par le questionnaire.
D'accord, mais alors du coup, vous avez distribué ce questionnaire. Comment vous avez fait la promotion de ce questionnaire en fait? Alors, promotion du questionnaire, c'est passé par la normalisation. On a eu plusieurs partenariats. On a eu un partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale monégasque qui nous a offert les portes des écoles. On a eu bien sûr un partenariat avec l'éducation nationale au PACA. Et à partir de là, effectivement, on a rencontré les inspecteurs, on a tenté d'appuyer on va dire le petit plus du projet. Et ils ont été convaincus et on a distribué le questionnaire en masse. Il y a 1000 de mémoire, à peu près 1080 familles qui ont répondu. Donc, on a eu en retour 1080 questionnaires. Tous n'étaient pas exploitables, puisqu'on a effectivement travaillé sur la finesse des profils. Au total, Identidis regroupe un peu plus de 680 enfants, finalement, par rapport à la normalisation. Tout ça, je le dis quand même, du CE1 à la 3e. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez retrouvé grâce à l'exploitation de ces questionnaires? Alors, on a fait pas mal d'analyses statistiques. Alors, c'est pas moi qui me suis occupé de l'analyse statistique, donc vraiment, on veut se plonger dedans. Sur le site internet, on a un document qui est très bien fourni. L'analyse, on a fait une analyse de variance et un alpha de Cronbach, entre autres. Et ce qui nous a encouragé, c'est de voir qu'effectivement, ces statistiques montraient que l'outil Identidis parvenait parfaitement, entre guillemets, théoriquement, en tout cas statistiquement, à faire la différence entre un enfant qui serait atteint d'un trouble, en tout cas peut-être d'une pathologie, mais en tout cas d'un trouble, d'un enfant qui n'a aucune difficulté d'apprentissage. On a dépouillé les résultats en faisant 2 groupes, un groupe pathologique avec des enfants identifiés. La plupart des enfants identifiés comme pathologiques étaient issus des diagnostics du centre de référence, pour plus de sûreté. Et pour tous les autres enfants qui étaient plutôt dans la case tout venant, non pathologique, eh bien, ça a été effectivement le travail des écoles. Et bien sûr, on a écarté certains enfants qui avaient des difficultés, peut-être pas de troubles, mais en tout cas, voilà, on a voulu avoir des groupes relativement purs. Aujourd'hui, le retour qui m'est fait des collègues qui utilisent l'Identidis et puis aussi des enseignants qui l'utilisent, c'est, on va dire, une aide pour orienter, un plus pour orienter les enfants vers d'autres professionnels. Et pour que le chemin qui fait partie du dépistage, en tout cas de l'accès au diagnostic, ne se limite pas à un seul professionnel et que chacun puisse, à un moment donné, orienter de manière la plus pertinente possible vers d'autres professionnels. D'accord. Est-ce que vous avez eu le retour des familles? Parce que moi, un truc que je constate vraiment, quand je dois faire un diagnostic de TDAH, souvent je demande aux familles de remplir la DIVA-2, qui est une échelle standardisée que vous connaissez évidemment sur le diagnostic de TDAH de l'adulte, mais qui est aussi très très bien pour l'enfant d'ailleurs. Puisqu'il y a une partie question adulte, une partie question enfant. Et donc, voilà, c'est une échelle qui est un peu longue à remplir, avec beaucoup d'exemples par contre. Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que finalement, sur l'impression clinique qu'on a, l'échelle en elle-même ne va pas franchement, en tant que professionnel, nous aider vraiment à faire le diagnostic. En fait, en général, elle va complètement dans le sens de ce qu'on voit quand on fait l'interrogatoire du patient, des familles, etc. Simplement, moi je trouve que cette échelle, elle a un grand intérêt, c'est qu'elle permet aux patients de s'approprier les symptômes, de se rendre compte de ce qui est de l'ordre du trouble et de ce qui n'est pas de l'ordre du trouble. Et en regardant votre Identidis, je me suis dit aussi que ça pouvait permettre peut-être aux parents, aux familles et même aux enseignants, aussi, au-delà du dépistage pur, de mieux s'imprégner de ce qu'est un trouble. Et est-ce que vous avez eu ce retour-là, je dirais, des familles notamment? Ça a été le premier retour. Globalement, ça a été le premier retour. Quand on a commencé à diffuser l'échelle dans les écoles, on a eu quelques familles qui nous ont contactés parce que en remplissant Identidis, ils se sont rendus compte que leur enfant cotait sur plusieurs items. Effectivement, le retour qui m'est fait, alors des familles, mais aussi quelquefois des professionnels, c'est effectivement d'avoir dans
échelle-là, rassembler les tableaux cliniques d'une manière générale. Alors, attention, on n'est pas sur une échelle il ne se substitue pas au DSM ou quoi que ce soit, qu'on soit clair, mais effectivement, on est sur une échelle qui reprend des signes d'appel qui sont relativement simples d'appréciation au quotidien, et c'est ce qui fait, pour moi, en tout cas, la puissance écologique de cette échelle. Alors là, vraiment, je suis complètement d'accord avec vous, parce que de toute façon, ce dont on a besoin, c'est pas de choses extrêmement fines, parce que les choses extrêmement fines, ça se fait par patient, je dirais. Chaque patient va exprimer lui-même à titre en tant qu'individu, au-delà même des diagnostics, effectivement, qui sont peut-être plus fournis dans le DSM, etc. Mais de toute façon, quand on aura un patient en face de soi, on ira bien au-delà du DSM, on ira bien au-delà des échelles de toute façon, parce que les choses sont complexes en psychiatrie, et vous le savez très bien. Et simplement, ce dont on avait besoin, effectivement, c'est de faire une sorte de culture populaire, de transmettre des informations, que les gens disent « Ah bah donc, quand il y a tel symptôme, peut-être que ça peut être dû à quelque chose de psychique ou de psychiatrique. » Et ça, je trouve, quand j'ai regardé votre échelle, il y a un aspect d'éducation populaire qui m'a semblé évident et hyper important, et qui m'a semblé peut-être être l'élément le plus important de cette échelle, parce que de toute façon, effectivement, ça permet d'orienter, et après, de toute façon, les professionnels, ils font leur job, ils ont l'habitude, ils connaissent ça par cœur. Mais vraiment, l'échelle en elle-même, ce qui est bien, c'est qu'elle est simple, elle est rapide, elle est bien, selon moi, elle est bien expliquée, et elle a un vrai caractère d'éducation populaire. Et vous savez que nous, notre chaîne des Foules Normandie avec notre association, ce qu'on veut, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça notre objectif, c'est faire en sorte que les gens connaissent les signes d'appel. Et puis ensuite, on va voir des professionnels, évidemment. Il n'est pas question de s'auto-diagnostiquer. Il est vraiment question d'avoir une connaissance générale qui nous amène à nous dire « Attends, moi, ce que je vis, c'est quand même pas normal. Apparemment, ça peut se rattacher à quelque chose d'autre. Je vais quand même aller consulter. » Donc voilà, moi, ce que je voulais vraiment vous dire sur votre échelle. Je précise, on ne se connaît pas, je ne s'est jamais rencontré. Vous êtes dans le public, l'échelle est entièrement publique, il n'y a aucun intérêt financier, parce que vous savez, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses. Donc nous, on ne vend rien, évidemment, ni vous, ni moi. Et donc, je vous le dis vraiment de manière très directe. Alors, il y a un truc que je voulais voir avec vous, qui est un de mes petits dadas, je vous l'ai mis un petit peu en mail. Votre première question sur le TDAH, votre enfant a du mal à soutenir son attention, rester concentré longtemps également sur une activité de loisir, et ou il a tendance à se désinvestir des tâches nécessitant un effort mental soutenu, entre parenthèses, y compris en dehors du scolaire, exemple jeu de société. Et bien là, vraiment, une petite remarque, je pense vraiment que formulé comme ça, il y aura beaucoup de faux négatifs. C'est-à-dire que vous avez raison, si vous voulez vraiment avoir une valeur prédictive positive très élevée, le formuler comme ça, c'est bien. C'est-à-dire que pour être sûr que si les gens répondent oui, ce soit un vrai signe de TDAH, vous avez raison, la valeur prédictive positive, elle est élevée. Mais par contre, vous allez avoir beaucoup de faux négatifs parce que, comme vous le savez, dans le TDAH, quand il y a vraiment du plaisir à faire quelque chose et qu'il n'y a pas de stress, les capacités sont très bonnes. Sont très bonnes. Le verrou dopaminergique. Exactement. Et donc, je voulais juste vous le dire, mais je pense, ça ne veut pas dire que je pense qu'il faudrait reformuler la question. Je ne pense pas qu'il faille la reformuler. C'était juste vraiment pour vous faire une petite remarque. Après, l'intérêt, ce serait peut-être ensuite de bien expliquer, mais ça, les professionnels de toute façon le feront, que quelqu'un qui a un TDAH, il n'a pas forcément un trouble attentionnel tout le temps. Quand il a du plaisir, il a vraiment pas de difficulté du tout à rester attentif. Mais voilà, c'était juste une petite. Vous avez raison. Après, je voulais ajouter quand même que, associé, on va dire, au questionnaire en tant que tel, on a élaboré un manuel. Et je rebondis sur votre remarque par rapport à l'aspect très populaire, en tout cas, de la construction de l'échelle. On a un manuel qui a pour vocation de prendre la main de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on balaye de manière très, on va dire, très pédagogique. Enfin, on a essayé d'être le plus pédagogique possible, l'ensemble des troubles qui pourraient correspondre à chaque CER. Et ça permet, encore une fois, ça va dans le sens de ce que vous disiez, d'intégrer les gens face à une culture du trouble, une culture du repérage qu'on n'aura peut-être pas encore suffisamment aujourd'hui. Ah bah ça, on est bien d'accord. On est vraiment d'accord. Mais écoutez, moi je voulais vous
vous remercier parce que vraiment, ça me semble être un outil formidable. Je voulais faire cette interview parce que je pense qu'il faut le diffuser au maximum de personnes possibles, que ce soit les personnes concernées, les familles, mais aussi les enseignants, les professionnels aussi. Un truc que je voulais aussi vous demander, c'est est-ce que le retour que vous avez eu de l'académie par rapport à cet outil, est-ce qu'il était bon? Et si oui, est-ce qu'il est prévu de le poursuivre d'année en année? Et si oui, est-ce qu'il est aussi prévu peut-être de l'étendre à d'autres régions? Parce que c'est bien de faire des choses dans notre région, c'est super, mais je sais que dans notre région, on aurait vraiment, vraiment besoin de cet outil-là. Alors, du côté de l'éducation, on n'a pas encore de retour global. On a un retour par rapport à des établissements qui nous ont aidés plus particulièrement et qui qui ont pris le projet à bras le corps. Donc là, on a un retour parce on se contacte régulièrement. C'est vrai que d'une manière générale, l'Éducation nationale nous a ouvert leurs portes gentiment, pas sans mal, mais en tout cas gentiment, pour mettre en place. Imaginez bien que ça a été compliqué, mais bon, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que j'ai pas de retour global sur l'ensemble des écoles qui nous ont ouvert leurs portes. Je ne sais pas si aujourd'hui ils se saisissent réellement de l'outil. J'espère en tout cas. Bon, voilà. Donc de ce côté-là, j'ai pas encore de retour. Voilà. Et après, pour effectivement étendre, pour les projets, on va dire, je suis en lien avec un cabinet de Belgique. Cabinet pluridisciplinaire et on a pour projet de transcrire Identidis en application, c'est-à-dire que voilà, une application iPhone ou Android qui puisse en tout cas où on puisse remplir Identidis et pouvoir obtenir, on va dire, instantanément les zones vertes, orange, rouge. Donc ça c'est le projet, on va dire, à court terme. On a toujours un projet d'étayer les normes. Ça, c'est toujours une promesse qu'on a, c'est-à-dire de pouvoir toujours continuer à rendre les normes d'autant plus fournies, d'autant plus costauds, on va dire. Peut-être avoir, parce que c'est assez compliqué, pouvoir décliner une version préscolaire. D'accord, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, ce serait pertinent, tout à fait. Donc à voir. Ça demande du temps, mais voilà. Et donc, vous n'avez pas tenté de contacter le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de proposer. On sait que manifestement, le ministre actuel semble être plutôt ouvert aux neurosciences. Il l'a montré en donnant un rôle à votre collègue Stanislas Dehaene, que vous connaissez évidemment, un de nos grands chercheurs en France, toutes disciplines confondues, mais particulièrement évidemment, lui, il est neuropsychologue, psychologie cognitive. Est-ce que vous avez proposé à peut-être Stanislas Dehaene ou à Jean-Michel Blanquer de généraliser l'outil et par exemple de le distribuer à chaque rentrée à toutes les familles? Alors, Monsieur Blanquer a un mail de ma part. J'attends une réponse. Voilà. Bon, on va essayer de le taguer, on va essayer de. Ok. Voilà, mais il a un mail. Voilà. Moi, ça me semblerait vraiment formidable parce que, moi, évidemment, comme vous, je suis sur le terrain. Voilà, je connais les patients, je connais les familles. Un truc comme ça, vraiment, ils peuvent tout à fait le remplir sans difficulté, sans se prendre la tête. Et je dirais que les enseignants, ils ont un travail considérable. Oui. Ils n'auront pas forcément le temps de les accompagner, évidemment, d'accompagner tout le monde comme ça. Mais si on distribue juste aux familles. Voilà, je pense que ça peut déjà suffire. Et puis, en cas effectivement de problèmes particuliers, peut-être avoir des enseignants référents dans les écoles qui ont été un peu plus sensibilisés que les autres à cet outil-là et qui vont pouvoir ensuite orienter vers des professionnels. Ce n'est pas le travail évidemment des enseignants, je ne dis pas le contraire, que de faire un diagnostic, mais peut-être que si un enseignant par école même, enfin par petite école au primaire ou plusieurs par collège, eh bien, est formé, un peu sensibilisé, même une formation par Internet, on peut faire des formations par Internet maintenant, eh bien, je pense que ce serait un système vraiment formidable qui permettrait de dépister des quantités phénoménales de patients non diagnostiqués et avec des prises en charge dont on sait, vous le savez, qui sont efficaces, que ce soit en neuropsychologie, en psychologie ou en psychiatrie. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'en plus, c'est des troubles fréquents, facilement diagnosticables quand même, c'est pas très difficile de faire le diagnostic, et pour lesquels on a des prises en charge efficaces. Je veux dire, on perd considérablement de qualité de vie pour les individus. Voilà. Donc, moi,
par cette vidéo, on va pas changer grand-chose, mais on va rajouter un petit tag en plus sur Twitter à Monsieur Pierre. Écoutez, je vous remercie infiniment pour le temps que vous m'avez accordé. Et voilà. Et puis, il y a possibilité de me contacter et je suis réactif. Donc voilà, faut pas hésiter. Eh ben, merci infiniment en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Merci.